là, je suis totalement déraisonnable puisque je viens de découvrir que la numérologie avait un fondement traditionnel extrêmement ancien. Voilà, alors revenez là-dessus, parce que ça apportera de Haut-Melun, des noms de numérologues, elles ne sont pas venues pour rien. Disons que oui, je peux parler de la numérologie puisque c'est une expérience qui est toute neuve. Bon, j'ai écrit des articles sans rien connaître de la numérologie. J'ai écrit des articles sur la numérologie il y a une trentaine d'années. Et comme tous les jeunes gens, on écrit quand on ne sait pas encore les choses. On commence par écrire ce qu'on n'a pas encore intégré. La réalité, c'est que je n'y croyais pas beaucoup tout en écrivant des articles sur la numérologie. Pourquoi? Parce que je m'étais imaginé que ça n'avait pas de sens traditionnel. Je suis un homme de tradition avant tout, en ésotérisme, que ça n'avait pas de sens d'utiliser une numérologie avec notre alphabet moderne de 26 lettres, sachant que le I et le J s'étaient dissociés, et puis le U et le V, comme vous le savez, l'alphabet latin n'utilisait que 23 lettres. Le W étant apparu plus tard et le I et le J encore plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que, en étudiant les choses de près, je suis tombé sur un vieux livre de l'alchimiste Fulcanelli qui était annoté. C'est une édition originale du Mystère des cathédrales, c'est un livre qui est paru en 1930, dont il n'existe que 300 exemplaires, enfin aujourd'hui un peu moins sans doute. Et il était surtout annoté par des hauts dignitaires de la Rose-Croix qui avaient, semble-t-il, voulu y voir des cryptages, enfin peu importe. Mais dans la marge de ce bouquin, il y avait un élément que j'avais déjà vu d'ailleurs au sujet d'un manuscrit de Louis-Claude de Saint-Martin, qui est un ésotériste, et qui s'appelle le sceau de Tritème. Et le sceau de Tritème, c'était... je peux vous le montrer si vous voulez. Oui, c'est ça, Oui. Des images des autres. C'est ce qu'on reprend, j'ai vu des buts. Dans ce livre, il y avait des lettres, IJK, de l'autre côté IJK, un peu comme dans un carré magique de lettres, et puis il semblait imbriqué avec une autre croix, qui était M, I et I, donc ça donnait ça. Bon. Et bon, grosso modo, et il était assorti d'une étoile à 6 branches, et marqué sceau de Tritème. Alors ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est le sens de ça. Bon, le sens de Louis-Claude de Saint-Martin l'avait déjà décrit. IJK sont censés exprimer la Sainte Trinité, le J de Jésus, le Fils au milieu. Et cette croix, c'est les 3 clous de la Passion, avec une croix renversée, et le M qui correspond à Saturne, le jour de la Passion. Ça, c'est l'explication, je dirais, mystique. Il y a une explication numérologique qui était donnée par Louis-Claude de Saint-Martin à la fin du XVIIIe. Cette explication numérologique, elle prenait en compte l'alphabet latin moderne, puisqu'on y voit le J et le I qui sont dissociés. Or, moi j'étais persuadé que, il faut savoir qui est Tritème. Tritème est un prêtre du XVIe siècle, du XVe, l'abbé Tritème, oui, est un prêtre du XVe et c'est des débuts du XVIe siècle, qui connaît très bien Agrippa, qui est un autre, Cornelius Agrippa, qui est un autre Allemand. Ils collaboraient tous les deux, et c'est Agrippa qui a inventé la notion de carré magique de nombre, qui servent à nos sorciers, à nos envoûteurs, à tous les gens qui s'intéressent à la magie opérative. Et je me suis intéressé, puisque ce truc-là s'appelait le sceau de Tritème, mais pourquoi le I et J étaient déjà dissociés alors? Et effectivement, alors j'ai pris quelques schémas, je vais les sortir de 6 lettres. Et ça, je ne le savais pas du tout. Le premier alphabet étrusque à 26 lettres, d'où dérive notre alphabet latin, qui devait certainement aussi avoir 26 lettres dès le début. Et alors, quand on regarde j'ai amené des visuels parce que je pensais que Jacques avait pour une fois un rétroprojecteur, mais c'est pas grave, on va faire ça. De toute façon, c'était sur des plastiques, vous avez des plastiques? Ah oui, c'est bien. Non. Bon alors donc on n'a pas pu les voir. Je vais faire passer les documents, je vais les rendre après. Les majuscules carolines au 8e siècle montrent qu'on utilise déjà sous l'influence des langues germaniques le W. Donc le W, premier enseignement, n'est pas du tout une lettre récente.
Pour revenir à Tritème, en fait, ça a été le début de mon enquête. La première personne qui différencie dans son texte clairement le I et le J et le U et le V, et qui reconnaît aussi l'existence du W, c'est Cornelius Agrippa, au XVIe siècle, qui écrit en 1510, dans son ouvrage célèbre, La philosophie occulte. Il préconise, lui, la numérologie à base de notre alphabet moderne à 26 lettres, qui d'ores et déjà trouve une légitimité de tradition. Et donc, ce que je croyais bêtement, quand j'étais plus jeune, à savoir que la numérologie ne pouvait pas tenir au titre que l'alphabet 26 lettres n'était pas un alphabet très ancien et très classique, eh bien, ça vole en éclat, et c'est tout l'inverse. Et voici la comparaison de tous les alphabets anciens, l'alphabet hébreu, donc, qui dérive de l'alphabet phénicien. Tout ça va donner naissance à l'alphabet grec primitif, dans lequel il n'y a pas le oméga, mais dans lequel il y a déjà 26 lettres, et l'alphabet étrusque. Et on s'aperçoit qu'il y a une cohérence en plus de placement des lettres et d'ordre. Par exemple, la séquence à partir du... Quand on dissocie le I et le J dans notre alphabet, le J prend la place du I, donc la 10e place après J, K, L, M, N, par exemple, ça correspond à Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nouk dans l'alphabet sacré des Hébreux. Ça correspond aux mêmes lettres dans l'alphabet phénicien, ça correspond à la même séquence de lettres et dans l'ordre dans l'alphabet grec primitif. Donc on a en fait tout ce qui n'est pas hiéroglyphe, mais tout ce qui est réellement alphabétique, ont une origine commune et ont un placement des lettres commun qui fait que notre alphabet à 26 lettres est tout aussi sacré que l'alphabet hébraïque d'origine. Donc finalement, on pourrait dire que d'une certaine manière, si on va jusqu'à dans la logique de ce que vous dites, c'est une construction humaine, n'est-ce pas? C'est comme une construction humaine, l'alphabet. Il s'agit de comprendre cette construction, parce que finalement, quelque part, on a été programmé par rapport à cette construction. De même qu'en astrologie, on a probablement été programmé aussi par une certaine construction. Donc on n'est pas dans le domaine de la science, là, au sens strict. Non, on n'est pas dans c'est une sorte d'autoprogrammation. L'homme s'est structuré, il s'est auto-structuré. C'est une très bonne question. Je pense que l'homme s'est structuré en allant vers un modèle qui est probablement qu'il porte en lui. Pourquoi? Parce que il a structuré des formes. Dans l'alphabet hébreu, vous m'en parliez, Jacques, d'ailleurs, de l'alphabet hébreu, oui, qui a 22 lettres, comme tous les kabbalistes le savent, mais qui utilise des lettres finales, oui, qui peuvent très bien faire la relation parfaite avec l'ancien alphabet grec à 26 lettres. Et puis ces lettres se sont perdues, et puis on les retrouve après. Oui. Et on les retrouve ici avec Agrippa au XVIe siècle seulement, dans notre alphabet latin. Donc on peut imaginer qu'en retrouvant quelque chose qui s'était perdu, on refait fonctionner quelque chose qui fonctionnait moins bien. Oui, mais involontairement, ce qui me passionne beaucoup. Moi. Bah oui, involontairement. Et puisque, alors en plus j'ai découvert à travers les carrés magiques, ce sceau de Tritème, il vient du fait qu'en écrivant dans une étoile à 6 branches A, B, C, D, E, F, et qu'on le décale avec le sceau d'Agrippa du carré magique de chiffres, on obtient ces lettres-là exactement. Donc en fait, c'est une construction qui est basée sur un jeu numérologique, encore une fois, un jeu de lettres, ça c'est tout à fait nouveau. C'est décrit dans mon petit papier, là. Pour ceux que ça intéresse, je montrerai après, parce que je pense que... Oui, d'accord. En tout cas, c'était un témoignage. On est dans la géométrie, et aussi on est quelque chose... C'est amusant, parce que tout à l'heure, vous nous parliez beaucoup de la science et de l'univers. Là, je parle de magie. Oui, justement, ça montre bien qu'il y a cette autre dimension du réel qui existe aussi. Oui. L'homme, il y a des clés que l'homme a... il y a des clés, des engrammes, des choses que l'homme a intégrées en lui-même, a même structurées et qu'il a pu perdre. Oui. Et donc il s'agit de retrouver ces savoirs, la clé de ces savoirs pour qu'ils refonctionnent. Moi, je crois beaucoup à ça. Ce qui me passionne, c'est que je me suis aperçu que l'alphabet latin de 26 lettres en prime, ce sera la cerise sur le gâteau, je ferai une publication sur le web là-dessus prochainement. L'alphabet latin de 26 lettres a une structure, même au niveau du placement de ses voyelles dans leur ordre, qui résonne de manière ahurissante avec les carrés magiques publiés par Agrippa au XVIe siècle. Oui. Et ça veut dire qu'il y a au fond de notre alphabet latin de 26 lettres, y compris dans les voyelles, une structure mathématique qui n'a été mise en évidence que bien après la fabrication de cet alphabet. Mais si on prend par exemple une langue comme le français, le français, on ne va pas modifier la langue française parce qu'on a trouvé de nouveaux sons ou parce que dans d'autres langues, il y a certaines choses qui existent. N'est-ce pas? Il y a quand même là quelque chose qui faut être raisonnable. Il y a des savoirs qui ne fonctionnent que si on en respecte la structure initiale et originelle. Oui, il ne s'agit pas de les augmenter ou de les enrichir n'importe comment. Enfin, en disant, oui, mais on pourrait peut-être... mais pourquoi y a-t-il 22 lettres dans l'alphabet hébreu, Jacques? Oui. Tout simplement parce qu'il est possible d'écrire les langues sémitiques avec des consonnes.
uniquement. Il n'y a pas de voyelles en hébreu. Oui, ça se rajoute. Oui, les voyelles ne sont pas comprises. Pour des questions de pure linguistique, quand l'alphabet va arriver, à travers l'alphabet phénicien, va arriver en Grèce, en Grèce, l'alphabet phénicien va naître en même temps. Le premier alphabet grec archaïque, eux vont avoir besoin, à cause de leur langue, de voyelles. Comme nous, en français, nous en avons besoin d'ailleurs. Et c'est ce qui explique qu'on va passer d'un modèle de 22 à 26 lettres. Et le W va être introduit ensuite, parce que sous l'effet des langues germaniques, on a besoin de cette sonorité, d'ajouter une sonorité. Et puis le I et le J, on va les introduire au XVIe siècle aussi. Pourquoi? Parce que sous l'effet du français, contrairement au latin, si j'écris par exemple ivre, il faut l'écrire pour que ce soit ivre, il jure, comme l'ivrognes dans la rue. Ça s'écrit de la même manière. Le mot ivre est le même et le mot jure vont s'écrire de la même manière si on n'utilise que l'alphabet latin primordial à 23 lettres. On comprend très bien qu'en français, ça pose un problème. Quand on va commencer à faire des livres au XVIe siècle, donc en langue française, on va voir ce problème très vite. Donc, résultat des cours, c'est parce qu'on va écrire en français, ça dépend beaucoup de la langue, qu'on va dissocier le I et J, le U et le V. Et c'est sous l'influence des langues germaniques qu'on va introduire le W. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, Jacques. Il y a là, ce n'est pas une construction qui se fait sans raison linguistique, mais le miracle pour moi, et c'est là où je dis que je suis complètement dans la magie numérologique, mon approche de la numérologie, elle n'est plus du tout raisonnable. Pour moi, on est dans la magie. C'est qu'un modèle qui s'est fabriqué tant bien que mal, au fil du temps en prime, qui est notre alphabet latin, donc, à partir de critères linguistiques qui vont être en plus différents d'une langue à l'autre, puisque les langues germaniques et les langues latines vont avoir chacune leur intervention dans cet alphabet, c'est qu'au final, le résultat, c'est que cet alphabet à 26 lettres est le seul qui tienne la route dans la structure des carrés magiques d'Agrippa et dans plein de modèles mathématiques. Qu'un alphabet de 27 lettres ne convenait pas, qu'un alphabet de 22 lettres ne convient pas non plus d'ailleurs. Je considère cet alphabet latin beaucoup plus sacré, au sens où il est beaucoup plus proche des structures numériques que l'alphabet hébraïque que les kabbalistes utilisent. Oui, enfin, on pourrait imaginer d'un point de vue astrologique, si on peut dire, et astronomique, on pourrait imaginer un système à 28 lettres, pour correspondre justement aux 28 jours de la Lune ou aux 28 années de Saturne. Mais il faudrait effectivement... Il ne serait pas en adéquation avec ce que j'ai découvert des carrés magiques. Oui. Mais enfin, je veux dire... de 3 à 9. On n'en est pas à reconstituer... On veut dire qu'en tant qu'historien, il n'est pas facile de savoir comment les choses ont été au départ et comment elles ont évolué. Il peut y avoir eu des va-et-vient, etc. Mais je voulais interroger nos amis numérologues pour la façon dont ils justifient intellectuellement et scientifiquement la numérologie. Est-ce que vous connaissez la théorie des ondes de forme, par exemple? Est-ce que chaque lettre a une énergie particulière? Comment est-ce que vous expliquez je ne sais pas, comment? Je connais. Comment vous expliquez qu'on soit marqué par son prénom, par exemple, par les lettres de son prénom, par le fait qu'on a certaines lettres et pas d'autres? Comment on explique ça? Moi, je suis pas numérologue, mais... Ah ben voilà. Mais je pense qu'effectivement, oui, parce que il y a des lettres qu'on va retenir plus facilement. Il y a même la prononciation de certains mots qui vont chantonner en musique, qui vont créer un rythme en fait dans notre système, quoi. Qui peuvent nous transcender ou alors nous mettre complètement à plat. Il y a des mots, par exemple, par répétition, qu'on va entendre et entendre, qui vont nous booster, nous stimuler. Et puis au contraire, je pense qu'effectivement, à la base même, ce sont peut-être des signes, parce que moi, je sais que chez moi, par exemple, j'ai mis certains signes à l'entrée et qui me semblent très bénéfiques. Donc ce sont des lettres simples, mais pourtant qui ont toute une portée, quoi. Alors, Madame Desplanques, j'aimerais bien Je suis tout à fait d'accord avec Madame, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de la numérologie, qui pour moi est une discipline magique. Alors justement, Madame Desplanques, j'aimerais bien que pour alimenter le débat, vous nous expliquiez, en 10 minutes, un quart d'heure, comment fonctionne le système numérologique. Voilà, faites un exposé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comment la numérologie nous parle, par exemple, comment peut-on faire de la prévision par la numérologie, par exemple? Parce qu'on a besoin d'alimenter la discussion. Moi, j'ai d'autres choses à dire aussi par la suite, mais je pense que c'est le moment que vous nous disiez. Comment?
Ben, peut-être, mais bon, oui, on peut faire. Je ne sais pas si c'est absolument indispensable de faire une pause déjeuner, d'ailleurs. Parce qu'après, ça... Mais pour moi, oui, Je pense que c'est humain. Bon, alors, donc, d'accord, ben, à ce moment-là, on va faire une pause déjeuner. Enfin, je vais quand même, peut-être... Non, mais oui. Donc, pouvez-vous faire un effort, Catherine, pour nous expliquer comment... ce qui permettra de distinguer entre la façon dont l'astrologue fait des prévisions et dans... Parce que finalement c'est un des thèmes du colloque. Comment est-ce que le numérologue fait des prévisions? Vous l'avez esquissé, ou je crois que quelqu'un ici l'a esquissé, c'est-à-dire qu'il y a des choses relativement générales, et puis après on peut découper en sous-cycles, c'est ça? Oui, puis on peut découper jusqu'au jour même, etc. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est quand même par découpage successif et progressif. Alors qu'en astrologie, tout est déjà structuré et complexifié à l'origine. Il n'y a pas besoin. Les notions, même par exemple, un gâteau, on peut le diviser en 8, en 16, mais on sait au départ, on a quelque chose. Déjà, le gâteau, il existe. Même si on peut le redécouper, il existe. Alors qu'en astrologie, le gâteau, il n'existe pas, à la limite. Le gâteau, les parts du gâteau sont déjà, elles sont déjà découpées, prédécoupées, on ne sait pas très bien comment, effectivement. Il faut savoir comment, sinon on n'est pas astrologue. Comment? Si on ne sait pas comment le gâteau est prédécoupé au départ, on n'est pas astrologue. Ah bon? Sur le thème astral, il n'apparaît pas des structures sous-jacentes qui sont obligatoires à utiliser quand on fait de l'astro. Ces structures sous-jacentes, elles doivent être apprises dans les cours débutants, la division par 4 qui est liée par exemple à la matière, la division par 3 qui est liée à l'énergie, tout ça doit être oui, mais une fois qu'on en a parlé, quand on a dit ça au départ, on a dit qu'il y avait ces bases qui étaient fournies, mais après, c'est après que ça devient problématique. On sait très bien qu'il y a ce point de départ, on le sait, cher monsieur Alaïs, on sait très bien qu'il y a ça. Mais il est utilisé à l'intérieur du système, sinon s'il est utilisé que pendant le cours et qu'après il est oublié, ça marche pas. Oui, mais ça, bon, hein. D'accord. Non, mais c'est là qu'il y a une espèce de hiatus. Oui, mais le gâteau, il existe. Le gâteau, c'est le système solaire, en fait. Mais à partir du moment où on s'inscrit dans un instantané temporel au moment de la naissance, le système solaire, il continue à... Oui, le problème du système solaire, cher Christophe Decelles, le problème du système solaire, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, le système solaire. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Alors donc, c'est pas très rassurant, votre histoire de système solaire. Non, mais c'est toujours cette espèce de... On nous présente des choses comme si c'était... Alors qu'en réalité, le système solaire, il y a telle planète qui va dans telle direction, et en fin de compte, c'est le système solaire, mais en réalité, c'est complètement cacophonique. Donc mais effectivement... Pour revenir comme à Jean-Marie, c'est peut-être l'idée du pivot qui est importante, c'est l'idée que l'espace soit en expansion, dans le fond, il faut l'accepter, qu'on ne maîtrise pas tout, mais il faut penser en tant que pivot, en fait. Le système de Jean-Marie, c'est un pivot, et en fait, on compose après, on perçoit après, mais c'est un centre. Oui, mais vous avez bien vu l'exposé de Jean-Marie, justement, vous avez bien vu que très rapidement, on entre dans une complexité qui va permettre de comprendre que la personne est comme ceci et pas comme cela, et que tel individu fonctionne comme ceci parce que son Mars est à tel endroit, etc. Ça dégénère très rapidement. C'est l'idée du vertige. Non, mais c'est ça, ça dégénère comme ça, tout d'un coup, hop, on passe à autre chose. On passe du simple à hyper complexe. Si le pivot n'est pas assez fort, on a le vertige en fait. C'est vertigineux, la conscience devient vertigineuse. Oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, en écoutant Jean-Marie, on a l'impression que c'est la finalité même de l'astrologie que nous dire que la personne va avoir telle attitude, etc. Lui, il insiste beaucoup, si vous l'entendez, il insiste beaucoup sur le fait qu'effectivement, cette complexité, eh bien, c'est tout le charme de l'astrologie, de pouvoir appréhender cette complexité. C'est ça son discours, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Et moi je dis, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est légitime cette façon de vouloir utiliser l'astrologie pour comprendre que telle personne aimera qu'on l'attaque ou qu'on l'attaque pas, et que ceci et que cela? C'est ça la question. Mais moi en fait je le comprends différemment. C'est-à-dire que son exposé, je le comprends de cette façon, c'est que c'est plutôt pour nous aider à nous transcender. C'est-à-dire qu'on a des aptitudes ou pas, mais c'est pour nous aider à aller plus dans un sens ou plus dans un autre, quoi, en qualité de conseil. Moi, ça se rapproche plus effectivement de ce que je fais dans mon travail aussi en numérologie, je trouve. Oui, c'est-à-dire justement, quoi, ce café... la personne avec ses points faibles, ses points forts, l'aider à mieux se connaître, à faire du... Oui, mais alors la question qu'on vous a posée, c'est comment procédez-vous pour y arriver? Parce que vous ne précisez pas le thème natal. C'est ça le grand mystère que vous représentez pour nous. Eh bien, je ne sais pas si c'est un grand mystère. Non, mais pour les astrologues, on se dit, c'est amusant que vous êtes en train de nous dire qu'au fond, par le système numérologique, on va pouvoir
arriver à des descriptions qui seront aussi fines qu'en astrologie, et c'est ça que on aimerait bien que vous nous expliquiez. Je ne sais pas si c'est aussi fin, si ça va dans le même... Voilà, mais voilà. Bon, on a fait une comparaison, par exemple, avec Betty. On avait fait un échange. Betty, d'ailleurs. On avait fait un échange, on trouvait les mêmes choses, on trouvait les mêmes résultats, sauf qu'on avait des outils complémentaires. D'accord ? Ah oui, parce que vous avez déjà ce couple astrologue-numérologue. Oui. Bah, disons qu'on s'est rencontrés et puis on avait trouvé intéressant de faire l'échange. Ben voilà. Hein, et en fait, on trouvait effectivement sur la personnalité, ça on trouvait les mêmes choses, sauf qu'on avait chacune des outils après complémentaires et puis on peut aller beaucoup plus loin. Alors donc l'outil, comment est-ce qu'on peut arriver à dire des choses au niveau individuel assez pointues par l'outil numérologique? Alors, on décortique, avec la date de naissance, on fait tout ce qui est plan de vie, ce que j'appelle le plan de vie, avec un chemin de vie, des grands cycles qui sont un petit peu des périodes de vie, avec certaines choses à vivre dans un sens ou dans l'autre, ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Après, on va étudier les prénoms, le nom de famille. On étudie aussi éventuellement aussi tout ce qui est partie biologique, familiale, humain, enfin on va dire la partie émotionnelle de la personne avec ses croyances, ses souffrances on va dire. Ce que la personne vient exprimer sur un autre plan parce que moi je suis peut-être plus dans la magie aussi du coup, sur son plan plus lumineux, plus divin. Sortir un petit peu de l'histoire familiale, etc. Et puis après il y a tout ce qu'on appelle la grille d'inclusion avec les cartes que la personne amène dans cette vie-ci, et puis des problématiques éventuellement karmiques qu'elle a décidé de venir régler dans cette vie-ci. Bon, après, on peut aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Mais bon, moi, je me fais cette feuille-là, en fait, quand vous allez me voir, avec le calendrier aussi en plus, mais c'est vrai que je ne travaille pas beaucoup sur le calendrier, parce que je trouve qu'après, pour moi, ce qui est important, c'est de donner des clés à la personne et qu'elle devienne autonome pour conduire sa vie, en fait. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans. L'autonomie. Est-ce que ça veut dire que la personne sort de chez vous avec des documents, avec des schémas? Alors oui, elle peut sortir avec cette feuille-là, si elle vient me voir, avec aussi des outils pour éventuellement travailler sur certaines problématiques qu'elle a. Et puis moi, je complète ça avec d'autres outils, parce que j'ai d'autres outils. Je fais aussi, j'aime bien mettre les cartes de tarot aussi, je trouve que c'est intéressant sur la numérologie. Oui. Voilà, moi je fais aussi... ce que j'appelle le dialogue avec l'âme qui vient compléter. Alors là, ça va plus loin. La forme est intéressante en fait. C'est une spirale. Alors ça, c'est spirale. Et puis le travail sur les mémoires karmiques, c'est une astrologue nantaise qui a développé cette outil. Qui s'appelle Colette Le Floch. Ah oui, c'est. Ah oui, Colette Le Floch, elle est numérologue, oui. Oui, j'ai interviewé pas mal de gens de son école. Je n'ai pas travaillé avec elle, mais c'est vrai que j'ai travaillé. Vous dites qu'elle est astrologue ou elle est numérologue? Elle est numérologue. Oui, c'est ça. Elle a développé ses outils personnels. Ah oui, elle est ici à Nantes. Donc je me suis perfectionnée aussi avec elle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on va décrypter. Mais pourquoi la forme en fait C'est ce qu'elle a reçu, elle. Mais on part d'où et on part d'ici. On part d'ici, là. Ça, c'est la spirale involutive avec la partie, on va dire, humaine de la personne, ses souffrances, ses émotions, ses croyances. L'autre côté, c'est un petit peu plus la partie lumineuse que la personne vient développer, exprimer. Les chiffres, après, c'est les chiffres de la date de naissance en fait qu'on reporte. Le jour, le mois. Ah d'accord, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non. Mais on n'a quand même pas, excusez-moi, on n'a pas compris, on n'a pas du tout compris quel pourrait être l'équivalent, par exemple, de Mars ou de Vénus dans le système que vous nous décrivez. On n'a pas compris comment vous décomposez le psychisme humain entre plusieurs instances. Après, c'est la symbolique des chiffres, en fait. Oui, c'est ça. La traduction, il y a des couleurs. Enfin, moi, les couleurs sont importantes pour moi. C'est la vibration du chiffre. La traduction du chiffre, en fait, qui va donner la couleur de la personne. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec les planètes, effectivement. Mais c'est un petit peu dans le résultat de ce qui était exprimé là, justement, pour dire à la personne, oui, vous avez tel potentiel, vous avez tel défi à dépasser, telle problématique. Oui. Moi, il me semble que la numérologie a précédé l'astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme a d'abord essayé de comprendre le monde qu'il avait sous ses pieds, en quelque sorte, autour de lui, et qu'à un moment donné, il a voulu baliser le ciel en utilisant ses propres structures qu'il avait déjà élaborées. C'est-à-dire que contrairement à ce que certains pensent, l'homme s'était déjà structuré en quelque sorte avec ses propres repères numérologiques, numériques et autres, en observant un certain nombre de choses comme ça qui étaient assez basiques, et il a voulu transposer ou transférer et tout cela au niveau cosmique. C'est pour ça qu'il y a une filiation effectivement entre les astrologues et les numérologues,
puisque au fond, mais cela dit, c'est une utilisation qui est refusée par les astrologues eux-mêmes. C'est intéressant, parce qu'en fin de compte, il y a un refus, il y a un rejet. C'est pas refusé. Ah ben moi je vous le dis, moi je sais ce que j'entends. Je te reprends